Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une actrice, réalisatrice, productrice, mannequin, autrice, bref, une jeune femme pleine de créativité qu'elle met au service des autres pour dénoncer les violences faites aux femmes, l'emprise. Beaucoup en sont victimes et parfois cela donne place à une grande résilience créative. Peu osent en parler, mais elle a écrit et puis elle joue. Elle se met en scène à nu, au service de son histoire, de sa transformation pour les autres, pour tous. Écrire et créer son chemin à force de rencontres provoquées et détermination, sans parler de talent. Cette longiligne et féline jeune femme joue sa propre pièce pour libérer la parole. Vivre, survivre, imaginer, écrire et produire. Comment fait-on pour réussir à réaliser son désir? Comment se provoquent les rencontres? Comment a-t-elle réussi à inspirer Joe Star qui devient son metteur en scène? Condamner les violences faites aux femmes à travers l'art. Voici mon coup de cœur 2023. L'envie féroce d'amener le débat encore plus loin et de laisser place à cette résilience dont on parle. C'est avec Clarisse Fontaine que nous allons en parler, auteure de cette petite musique que personne n'entend. Clarisse Fontaine, bonjour. Bonjour Soledad. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2023 ? Je pense avoir osé complètement. J'accomplis petit à petit les rêves que j'avais enfant. Et j'ose être moi-même, justement, cette mise à nu dont tu parlais là, il y a quelques instants dans mon écriture sur scène. C'est oser être complètement moi, qui je suis, ce que j'ai traversé, c'est voilà, dire les choses. Alors justement, raconte-nous un peu ton enfance. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je voulais être médecin, comme mes parents. Après, je voulais être née, parce que j'adorais les odeurs, créer les parfums, ce genre de choses. Et surtout, je rêvais beaucoup. J'imaginais beaucoup d'histoires. J'avais une grande richesse intérieure où voilà, ça sortait pas forcément de moi, mais c'était là. J'avais une vie intérieure, je m'inventais les choses. J'étais assez seule, pas de frères et sœurs. À la campagne. Je te demander justement, parce que ça, c'est propre aux enfants uniques, l'imagination et la créativité, c'est dingue. Ouais, et puis à la campagne, donc effectivement, en fait, j'avais mon terrain, je me faisais vraiment une scène, je faisais de la danse à l'époque, j'adorais ça. Et je m'imaginais toujours sur scène, alors j'avais la terrasse, et puis alors donc, j'avais tel arbre, c'était le spectateur, telle personne, voilà, j'avais mon public, c'était la nature. Incroyable. Et je me mettais en scène un petit peu comme ça, donc j'inventais plein de choses, plein d'histoires, mais rien n'était dit. Tout était à l'intérieur, donc je pense que ça devait être complètement surréaliste. Et j'en parle aussi dans la pièce. Par moments, j'avais des petits jetons, des pions qui venaient d'un jeu de puces. Et alors, je les plaçais pour faire des chorégraphies, pour faire les autres partenaires qui étaient avec moi sur scène. Et voilà, donc ça, c'était en moi, sans que forcément je le réalise vraiment, ni à l'adolescence, ni en tant que jeune adulte. J'ai mis un peu de temps à comprendre que ça faisait partie de moi et cette envie créatrice était là. Et pourtant, tu entames des études de commerce, c'est ça ? Ouais. Alors, raconte-nous, c'est quoi ces études ? C'est prépa HEC, ensuite grande école de commerce. Et puis après, petite remise en question parce que je suis allée travailler en agence de pub, sauf que j'étais à la partie finance et je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment à ma place. Et là, t'as quel âge ? Et là, je suis jeune encore, j'ai 23 ans, quelque chose comme ça. Et 22. Donc là, tu as fini tes études et tu as un job. Et voilà, c'est ça. Tu es salarié dans une vie organisée. Dans une vie où je suis maman, mère seule. J'ai quitté le père de ma fille. C'est important qu'on raconte cette histoire, justement. Comment tu rencontres le père de ta fille ? Tu es toute jeune et tu parles déjà là d'emprise. C'est là que ça a commencé. Ouais, c'est là que ça a commencé, cette emprise. Je pense qu'il y avait le terreau pour... et lui correspondait probablement à quelque chose que je cherchais à l'époque.
Et, quel âge avais-tu? J'avais 16 ans. 16 ans. Et lui était plus âgé? Ouais, 16-17 ans. Et alors, était bien plus âgé. Et puis, je suis tombée amoureuse d'un homme qui a porté différents masques. C'est vraiment le pervers narcissique dans toute sa splendeur, où il est capable d'avoir ce masque du séducteur. Et puis après, ce masque de cette personne vraiment atroce. Voilà. Et puis le masque aussi devant les amis. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit, de ce dans quoi on rentre. Il y a aussi ce masque qu'il met en société quand il travaille, parce que c'est quelqu'un qui réussissait. Et on tombe dans un piège petit à petit. C'est des choses très insidieuses. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer justement dans ma pièce, parce que les gens ne comprennent pas comment on en arrive à accepter l'inacceptable. Et ça paraît totalement aberrant, surréaliste, de se dire pourquoi j'accepte qu'on me frappe, pourquoi j'accepte qu'on me maltraite. Il y a un mécanisme qui se met en place petit à petit. C'est au quotidien, c'est du chaud, du froid, ce qui fait qu'on sait qu'on est dans quelque chose d'anormal. Et je n'aime pas pourtant le mot normalité. Mais on sait qu'il y a quelque chose qui est en dehors de ce qui devrait être. Et petit à petit, on rentre dans sa logique à lui. Et on perd la notion de ce que ça devrait être. On rentre dans sa logique parce qu'elle est intelligible, cette logique. Hein. Et on s'oublie aussi, on veut faire plaisir à l'autre. Et puis, il donne un peu, il reprend beaucoup, il redonne, il reprend. Et il nous vide de notre intérieur, en fait. C'est vraiment vampirisé. Et il arrive un stade où on n'est plus en capacité de réagir. On est tellement à bout de souffle, physiquement, psychologiquement, qu'on est sous une dépendance totale. Et c'est un petit peu ce dont je parle aussi dans la pièce, parce que voilà, on en arrive à accepter des choses qu'on ne doit pas. Et c'est aussi exhorter les jeunes à reconnaître aussi cette situation d'emprise voilà, dès le début pour y faire face, savoir dire non. Et puis, voilà, ça rejoint aussi les problèmes d'éducation. Nous, en tant que femmes, on nous a souvent appris à dire oui, à être cette petite fille facile, finalement, qui nous fait accepter ce qu'on ne devrait pas. Donc, voilà, c'est une ouverture à la jeune génération aussi pour apprendre à reconnaître ses codes et puis aller vers quelque chose de bon pour nous. Il y a la notion de culpabilité également quand on est sous emprise? Complètement. Ça fonctionne beaucoup là-dessus. Et c'est probablement aussi cette culpabilité judéo-chrétienne dans laquelle j'ai été élevée qui fait que j'ai accepté. Ensuite, je ne savais fonctionner que par la culpabilité. Et il a beaucoup joué de ça. Voilà, puis je pense que forcément, on a des caractères aussi qui sont plus soumis à emprise. Quand on offre sur un plateau voilà, nos faiblesses, notre gentillesse, notre bonté, il y a des gens qui savent aussi plus s'en servir. Donc, cette emprise a duré combien de temps? Elle a duré presque 4 ans. 4 ans. Environ, ouais. Et l'emprise, elle grandit, elle est de plus en plus violente. Tu disais que ça s'immisce et ça finit par des gestes violents. Il y a des gestes aussi. Alors, c'est pas le pire. Hein. Ça, on s'en remet assez vite. Hein, finalement, ce dont on se remet beaucoup moins bien, c'est toute cette emprise, tout ce dénigrement, tout cet acharnement psychologique qu'il y a, toute cette destruction, en fait. J'ai mis plus de 10 ans à m'en remettre derrière, clairement. Et puis, mais j'ai eu cette chance d'avoir encore en moi cette petite femme qui a fait que je me suis sortie là, que j'ai sorti mon enfant de là. Ce déclic, pour celles qui nous écoutent, ce déclic, à quel moment, comment as-tu trouvé la force? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent parce que je fais souvent des bords plateaux à l'issue de la représentation et il y a beaucoup de personnes qui recherchent ce déclic. Ces femmes, tu veux dire victimes? Alors, pas seulement des femmes, parce qu'il y a aussi des hommes à qui ça arrive. Il y a des hommes qui viennent chercher cette réponse aussi. Et je pense qu'il est terriblement intrinsèque, le déclic, et terriblement personnel. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir, avant tout, vraiment. Et moi, dans mon cas, c'était sortir mon enfant de cette situation. La peur pour ta fille, qui a été clairement. Un vrai besoin de survie. Voilà, clairement. Il fallait la que je peur, parfois, elle donne une sacrée force. Voilà. Pour d'autres, c'est autre chose. Je ne juge pas non plus ceux qui n'arrivent pas pour leur enfant, même si j'exhorte fortement à le faire pour son enfant, parce que finalement, c'est la plus grande des forces. Et moi, ça a été mon déclic, il fallait que je la sorte de là, parce que même toute petite bébé, elle avait peur des hommes, elle sentait ce qui se passait. Hein. De toute façon, ce sont des éponges malgré tout, ils comprennent, même nous, même si on montre une façade qui va bien, ils ressentent ce qu'on sent. Et puis, j'étais arrivée à un stade où il allait me tuer par ces mots, par le vide qu'il aura créé en moi, ou par les coups, hein, parce qu'il y a nombre de personnes sous emprise qui finissent par se suicider, en fait. Et puis ça, je le rappelle à chaque fois, quand on regarde les statistiques des enfants de pervers narcissiques qui ont vécu
avec leurs parents pervers narcissiques sous une emprise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cette contrebalance de l'autre parent qui leur montre ce qui se passe, il y a un grand taux de suicide à l'adolescence et en tant que jeune adulte. Donc ça fait peur aussi. Et là, tu prends ta fille, tu t'en vas, tu as la force de t'échapper. Et là, tu travailles encore dans ce milieu de pub, dans le commerce? Et là, j'étais en école de commerce quand je suis partie et je faisais un peu de mannequinat à côté. Alors, c'est ça. Voilà, et ça, c'est... On ne te voit pas, mais tu es divinement belle et longiligne. Comment tu as démarré cette carrière de mannequin? Ça a été un hasard? Tu es allée t'inscrire dans une agence? Non, ça a été du hasard, ouais. Et on t'a arrêté dans la rue? Ouais, ça a été un petit peu ça. Et puis après, ça s'est fait de fil en aiguille. Et heureusement que je l'ai eu au début quand j'ai voulu aussi quitter cette situation d'emprise. Parce que ça te permettait d'en vivre. Ouais, puis aujourd'hui, il y a nombre de femmes avec enfants qui ne peuvent pas quitter cette situation parce qu'elles ne savent pas où aller, elles n'ont pas de quoi vivre. Donc, il y a beaucoup d'associations qui se créent pour justement héberger ces femmes, leur donner de quoi assurer l'après. Et c'est extrêmement important. Parce que c'est aussi ce qui permet le déclic, clairement. Quand on sait que derrière, ça ne va pas le faire financièrement, on n'y va pas non plus. Donc oui, je suis partie, il y a eu ça. Et puis, tu deviens mannequin à ce moment-là? Je faisais un petit peu, ouais. Et puis non, j'arrête pas mes études, je continue mes études. Il y a du mannequinat en parallèle. Il y a, et puis après, il y a ce boulot dans cette agence de pub où en fait, je me rendais pas bien compte, mais j'avais envie de dire au photographe, non, mais moi, je verrais plutôt le truc comme ça, on va faire comme ci, comme ça. Mais en fait, autodidacte à 100%. Ouais. Mais donc, je me suis dit, je suis pas à ma place, donc je suis partie en médecine. Waouh. Ok. Voilà. Donc là, tu rêvais d'être médecin? À l'origine, oui, avant de faire la prépa HEC, je voulais faire médecine. Bon. Donc, comme je savais pas bien où je voulais aller, ça me plaisait toujours, et ça me plaît toujours d'ailleurs. Et donc, je suis allée, j'ai eu ma première année de médecine ici à Paris. Et puis, ça paraît dingue. Et puis en deuxième année, voilà, la vie, pour différentes raisons, a fait que il y a eu cette période où mon corps avait beaucoup somatisé et mon corps a lâché. Et ça a été 10 ans de maladie. Alors déjà, je me remettais un peu psychologiquement de ce qui s'était passé. J'étais suivie, je faisais une thérapie, etc. Mais mon corps a lâché, c'est-à-dire que j'avais plus d'immunité. Dès que j'avais un rhume, j'avais une méningite. Dès que j'avais une pleurésie, un petit bronchite, ça termine en pleurésie. Enfin, c'était ça pendant 10 ans. Et donc, là, on a beau se sentir forte, ouais. Et finalement, le corps finit par lâcher. Il y a un moment, ça a lâché. Et heureusement, j'avais sorti ma fille de cette emprise toxique. Et du coup, ça a été cette reconstruction au niveau du corps, au niveau de la tête. Et puis, petit à petit, j'ai voulu faire quelque chose pour moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je me suis inscrite à des cours de théâtre. Le théâtre. Parfois, ça vaut mieux qu'un cours de... ça vaut mieux qu'une psy, le théâtre. C'est ce que je pense toujours. Clairement, parce que on va chercher aussi... on étudie beaucoup la psychologie des autres. Donc, on étudie sa propre psychologie. Son vécu, on va chercher des choses en soi, on ose se mettre à nu, dire les choses aussi d'une certaine façon, donc je pense que c'est extrêmement important. Et là, pour moi, pour la première fois, j'étais en vie, et toutes ces histoires que j'avais en moi, enfin, je pouvais les dire, elles sortaient. Et c'était une révélation. Pour la première fois, tu étais en vie, parce que tu avais des envies. C'est ce que je dis toujours. Et là, tu te lances dans les cours de théâtre en pensant à devenir une actrice, en faire ton métier? Très vite, j'ai eu ces velléités-là parce que j'étais tellement bien, c'était ça, quoi. C'était ça, et puis enfin, je me rendais compte que toute ma créativité, je pouvais la mettre dedans, en fait. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a poussée à oser créer, sans me mettre de limite, quelle que soit ma création. En fait, tous les arts se rejoignent, et à oser à dire les choses, faire mes créations, rêver grand. Et ça a été quelque chose d'important pour moi. Ouais, c'était vraiment un révélateur d'âme. Et finalement, pour moi. En parallèle, tu étais mannequin, mais j'ai l'impression que c'est un job alimentaire. Je me trompe? C'est plus ça. Ouais, ça a été ça. Ça a été ça. Et t'as jamais voulu en faire carrière? Non. Et puis, j'ai pas forcément eu l'opportunité de non plus, mais non. Et puis, enfin voilà, il y a eu d'autres choses à côté. Et le théâtre, ça a été ce qui m'animait. Et à côté, la réalisation, ça a été fait de façon autodidacte. Débrouillarde, créative et autodidacte. C'est ça qui est absolument sidérant dans ton parcours, c'est que tu as réalisé des films, fashion films. Ouais, beaucoup de films de pub, de mode, ouais. Et comment on fait comment ça se passe justement? Je pense que ça a toujours été mon attirance pour l'image mode, pour l'image en général.
Et puis la somme des cultures aussi. J'ai soif d'art, mais d'art en général. C'est ce qui me nourrit et j'ai soif de dire des choses aussi. Donc, même si le fashion film n'est pas toujours le moyen le plus simple pour s'exprimer, j'essaie toujours d'y mettre quelque chose derrière, voilà, que ça raconte quelque chose au moins sur la femme, sur ce qui me touche. Il y a un vrai paradoxe parce que d'un côté, tu étais cette femme sous emprise et affaiblie, fragilisée, et en même temps, il y a une force, une envie qui sommeille en toi et qui te permet de réaliser des choses qui paraissent à certains inaccessibles. Elle te vient d'où cette force? Juste ta créativité, ton envie, comment tu l'expliques? Alors j'ai envie de te dire, je pense qu'elle a toujours été là parce que même petite, je pouvais pas forcément m'exprimer comme j'avais envie, et donc c'était dans ces histoires, dans ce vécu intérieur, je pense qu'elle était là et elle était mise sous cloche. Et je savais qu'un jour, elle pourrait s'exprimer. Je pense que j'ai gardé cette croyance. Et puis, malgré tout, il faut aussi de la force pour s'échapper de ce genre de situation. Et puis, quand on est victime, on est sous emprise. Ça ne veut pas dire qu'on est, j'utilise un mot un peu grossier, mais ce à quoi on est souvent apparenté, qu'on est une merde. Non, on se pense merde parce qu'on nous le fait croire à longueur de temps. Mais justement, on vient nous chercher parce que souvent, on a aussi des qualités de vie. On est assez solaire, on est des beaucoup gens de lumière. lumineux. Voilà. On vient nous chercher pour ça. Donc, il y a quand même quelque chose qui est souvent en nous. Donc, il faut faire en sorte que ça ne s'éteigne pas. Et puis, ouais, je me suis pas mise de limite derrière et je ne m'en mettrai pas et je continue de ne pas m'en mettre. Et pour toutes ces femmes qui nous écoutent, qui rêvent de devenir réalisatrices de fashion film, par exemple, raconte-nous, donne-nous des conseils. Comment ça s'est passé? Tu as réalisé un truc, tu as démarché. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme qui nous écoute et qui rêve de réaliser elle aussi et qui ne sait pas comment faire? Alors, moi, j'ai un peu cette technique de débrouillarde, en fait, où je vais chercher les choses moi-même, je les provoque. Donc, j'avais toujours ces images, etc. Donc, j'ai un peu monté mon équipe autour de moi, j'ai un peu fédéré l'équipe technique. Et après, je suis allée démarcher clairement des marques pour faire des choses. Je suis allée chercher... voilà, ça a toujours été ça, mais même dans le théâtre, hein, c'est fédérer des gens autour d'un projet. Et ça a commencé comme ça, donc avec des petites marques, etc. Et puis petit à petit, ça c'est devenu graduel, ça a augmenté. On a eu des beaux noms avec nous. Et puis j'ai une équipe qui me suit toujours. Voilà, maintenant on fait beaucoup de clips, on travaille avec beaucoup d'artistes. Je prépare un long métrage. Voilà, donc ça s'est fait vraiment petit à petit, mais toujours je suis allée chercher les choses, je les ai créées, je les ai provoquées. Voilà, toujours rêver grand, même avec des tout petits moyens. Même si c'est fait à l'iPhone, voilà, je veux que ça soit du Scorsese. Et voilà, ça a été, je pense, aussi ma force, ce qui fait que je ne m'arrête pas, finalement, j'invente toujours et c'est pas grave, on rebondit. Jusqu'à en créer ta propre boîte de production, voilà. Not Afraid Production, pas mal le nom, Not Afraid, qui dit tout. Et alors, le théâtre, la réalisation, jouer, et finalement écrire cette petite musique que personne n'entend. Quel projet? Combien d'années d'écriture? Alors, ça a été 9 mois d'écriture. 9 mois d'écriture, 3 ans de bataille derrière pour la montée. Alors, 9 mois, le temps d'une grossesse. Mais c'est vraiment ça. Quand j'ai calculé derrière, je me dis, c'est vraiment... Parce que je le considère vraiment comme mon deuxième enfant, ce projet. Et alors, comment ça se passe? Un jour, tu as eu besoin d'écrire, de raconter ton histoire? Alors, ça s'est passé de 2 façons. J'étais un peu frustrée dans ce qu'on me proposait en tant que comédienne, dans les rôles que j'avais. J'avais envie de défendre une belle partition, voilà, de jouer plein de choses diverses et variées, me mettre en scène véritablement dans ce que je voulais et je savais faire. Et puis j'avais fait un peu de stand-up à New York, donc quelque chose dans l'humour. Et pour la première fois, je me suis dit, waouh, je peux faire rire. Et alors, c'est peut-être plus simple de faire rire aux États-Unis, je ne sais pas, mais bon. Mais là, tu étais en vacances à New York? Alors, j'avais des jobs à New York, du coup, j'avais en tant que mannequinat. Voilà. Le mannequinat te permettait réellement de voyager. J'ai vu que tu as joué à Londres également. Oui. Et quoi, c'est le mannequinat Alors non, là c'est complètement une autre rencontre. C'est une autre rencontre justement avec des Russes avec lesquels j'ai fait des spectacles qui m'ont amené à travailler à Londres. Donc, en fait, ce qu'on entend quand on t'écoute, c'est que tu ne cesses de produire, de bouger. Le mouvement est une véritable énergie qui provoque des rencontres et ces rencontres, elles t'amènent à réaliser des choses. J'imagine que tu as eu des déceptions et des échecs, mais c'est joli d'entendre. Donc à New York,
Et à New York, je me rends compte que je peux faire rire. Et donc, quand je reviens ici à Paris, je me dis, il faut que j'écrive des choses. J'avais des choses à dire parce que pour moi, l'art est politique. Il se doit de délivrer un message, politique au sens philosophique du terme. Et du coup, je voulais partir de mon vécu parce que finalement, c'est ce qui nous parle le plus. Et puis, j'avais des choses à dire sur ce que j'avais traversé. J'avais déjà eu toute cette catharsis, toute cette résilience. J'avais fait mon chemin. D'une certaine façon, j'en étais sortie. Et je me suis dit que si je pouvais aider quelqu'un à travers ça, c'était mon moyen de le faire. Je voulais en faire quelque chose de beau. Au début, je me suis dit, je vais faire de l'humour, ça va être un peu drôle, je vais pouvoir rire des situations parce que finalement, il y a des choses, c'est tellement grotesque, on va en rire. Bon, c'est plus une pièce coup de poing. Il y a quelques soupapes de rire, hein. Mais on vient plus se prendre une petite claque. Voilà. Donc ça, je m'y attendais pas forcément, mais l'écriture, elle s'est faite comme ça. J'ai écrit des scénettes. Des choses qui me parlaient vraiment, des choses que je voulais dire, que je voulais montrer, des sensations que je voulais faire ressentir. Et ensuite, j'ai littéralement imprimé ce que j'avais écrit, je l'ai découpé, je l'ai posé au sol. Je me suis dit, bon, alors là, mon spectateur, à ce moment-là, je veux qu'il sache ça, donc il faut qu'il soit au courant de ça, donc je veux que ça revienne, je veux que ça fasse une boucle. Et donc, ça s'est construit comme ça. Et j'ai fait mon fil pour qu'il comprenne mon histoire. Toi, toute seule. Voilà. Qui comprennent mon histoire. Et puis après, j'ai eu un partenaire qui a relu Tom Morton, qui vit au Canada, qui est anglais aussi, et qui a relu toute mon écriture. Et c'est important d'avoir ce troisième œil qui nous donne du recul sur ce qu'on fait. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Cette écriture s'est faite comme ça jusqu'au jour où je me suis dit, voilà, c'est acceptable. Aujourd'hui, je peux le faire lire à des gens, à des professionnels. Et voilà, ça a été 9 mois après. Lecture faite, j'ai eu des retours super positifs. Donc là, justement, est-ce que tu avais des contacts, un réseau? Est-ce que tu connaissais du monde? Assez peu, non, très peu. Très, très peu. Tu vas pas nous donner le nom, mais tu avais contacté 1, 2, 3 célébrités. Voilà. Quel genre de... Je crois qu'un voulait transformer l'histoire, l'autre peut-être L'autre était trop touché. Je voulais quelqu'un qui comprenne mes mots, qui respecte vraiment le fond de ma pensée et avec lequel je pouvais travailler artistiquement sur une vraie création. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu n'as contacté que des metteurs en scène hommes? Oui, et ça c'était volontaire parce que je voulais vraiment contrebalancer ma vision aussi de femme, parce que c'est écrit par une femme, joué par une femme. Je voulais qu'il y ait quelque chose d'assez juste, assez véritable sur notre société. Parce que à l'époque, encore plus, alors c'est génial, hein, il y avait le mouvement MeToo, et puis il y avait beaucoup de spectacles féministes, mais alors j'ai l'impression qu'on allait tuer tous les mecs, qu'on ne les aimait pas du tout, que c'était tous des mecs mauvais. Et puis Macron, en 2017, avait dit « Je me suis en effet engagé à ce que la cause du quinquennat soit celle de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le premier pilier de cette cause, c'est bien la lutte pour l'élimination complète de violences faites aux femmes. » Donc, tu tombais vraiment dans un sujet chaud. D'actualité. Ouais. Et pourtant, en 2023, on est à plus de 80 féminicides. Ouais. C'est toujours trop. Ouais. À ta petite échelle, tu luttes. Et à ce moment-là, tu t'en rends compte. Tu écris vraiment dans une démarche de résilience, mais aussi de... clairement, je me suis dit, si à l'issue de toutes les représentations, j'aurais aidé une seule personne, une seule nana, je serais gagnante. Aujourd'hui, on en a fait une trentaine. Je sais déjà qu'il y a au moins 4-5 femmes qui se sont libérées grâce au projet, grâce à cette pièce. C'est énorme. C'est énorme. Et l'impact, l'ouverture, les discussions qu'il y a eu à l'issue, les réactions que ça provoque à chaque fois derrière, le nombre de messages que je reçois, parce que les gens se livrent après. Là, récemment, j'ai une dame qui s'ouvre, qui ouvre son cœur parce qu'elle a aimé la façon dont j'ai traité les violences. Voilà, elle me parle de sa maladie, etc. Elle me dit... Et je me rends compte que ça sa maladie qu'elle s'est créée suite à ça. C'est important de je pense que... Voilà, c'est ça. Les gens ouvrent la parole suite au spectacle. Je pense que c'est important aussi. Et en ça, je suis gagnante, clairement. Clairement, ça fait partie de cette démarche. Faire quelque chose de beau de cette horreur et puis inciter les gens à aller vers quelque chose de plus beau. Revenons à ces étapes. Tu écris. Ouais. Tu cherches un metteur en scène, tu en contactes plusieurs. Ouais. Raconte-nous la rencontre avec Joey Starr. Ça a été une amie qui a pensé à lui. Elle me dit rencontre-le, écoute, je ne connaissais pas. Puis alors, au début, je sais quand même qu'il a été condamné pour des violences faites aux femmes.
Et malgré tout, je vois que c'est pas quelque chose qui l'amoindrit. Il dit clairement dans la presse que il a pas bien agi. Et ça m'ouvre une porte, en fait. À moi, personnellement, ça me fait dire qu'en fait, il y a peut-être deux côtés qui doivent marcher ensemble et on peut agir de toutes parts, la société tout entière. C'est la première fois que ça m'ouvre comme ça, parce qu'avant, j'étais assez de non, mais quelqu'un ne peut pas changer. Alors, je pense qu'un pervers narcissique ne changera pas. Hein, ça, on oublie. Toutes celles qui pensent encore qu'elles vont les faire changer, on oublie. Ça, c'est pathologique. Et puis, comme ils ne se rendent pas compte de leur pathologie, ils ne veulent pas soigner. Donc là, on ferme, on les met loin de nous. Mais par contre, la violence, c'est pas forcément quelqu'un de pervers, hein, attention, hein, ça peut être dû à plein de raisons. Et du coup, je me suis dit, ça m'a ouvert une porte. Et cette porte, je me suis dit, voilà, si ça me l'ouvre à moi, ça peut l'ouvrir à d'autres. Donc, je rencontre Joey Starr. Je lui explique le projet, etc. Il me dit, je lis, je te rappelle quand j'ai lu. Je ne suis même pas rentrée chez moi. Qui m'appelle, il me fait, ouais, je suis page 17, j'adore ce que tu as écrit. Envoie-moi des vidéos de toi, je veux voir comment tu joues, je veux voir ce que tu donnes sur scène. Et la semaine d'après, on se rencontrait dans son salon, on faisait une lecture. Et ça a été une évidence parce que c'est quelqu'un qui a souffert beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu des choses parallèles, en fait, et à qui j'ai pas eu besoin d'expliquer les mots, MAUX également, et qui n'a pas du tout cherché à amoindrir ce qui se passait dans mes propos, à enlever la crudité ou la poésie. Il a vraiment voulu porter au paroxysme de ce que j'écrivais sur scène. Et ça m'a plu, en fait. Ça a été une facilité dans le travail. Et c'était lui. Et je sais qu'aujourd'hui, on nous le reproche. Voilà, ça crée le débat. C'est pas grave, ça crée débat, ça fait parler aussi. Aujourd'hui, on reproche quoi? Mon choix de metteur en scène. On te le reproche? Oui, on me le reproche parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais c'est pour ça que j'aime l'expliquer. Et j'aime dire que peut-être que c'est à la société tout entière d'avancer ensemble. D'avancer ensemble pour ce développement collectif. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu produis toi-même ce spectacle. Ouais, alors aussi. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse pour les gens qui nous écoutent. Être un artiste, c'est écrire, s'isoler sans gagner d'argent, se risquer, un endettement. Comment tu deviens productrice et comment tu oses, encore une fois, tu te mets vraiment en péril. Tu le sens, ce danger constant? Ouais, alors j'essaie de pas trop y penser parce que je crois vraiment dans ce que je fais. Et puis, en plus, pour ce projet, ça va au-delà d'une simple création artistique. C'est voilà, tout ce qui nous revient derrière avec les discussions, les retours, c'est tellement plus grand que ce à quoi on s'attendait qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de peur. Alors oui, c'est un gros risque financier. Oui, on est encore à perte, là, aujourd'hui. J'ai de la chance parce que j'ai ma petite équipe artistique qui s'est fédérée avec moi. Donc oui, je suis productrice principale, mais j'ai des gens magnifiques qui m'ont suivi. Il y a le Théâtre de Saint-Malo, il y a la Prodexé à 360 qui sont derrière. Et avec un projet qui arrive bientôt et qui résonne comme un immense succès à venir. C'est ça. Tu parlais de Joey Starr et encore une fois, en 2023, on est donc une femme, on a le choix et l'audace de choisir un metteur en scène et aujourd'hui, parfois, on te le reproche en oubliant même l'histoire que tu racontes. Ouais. C'est intéressant et ça parle un peu de notre société. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Complètement. Et puis, je pense qu'elle est fait aussi vedette dans tout ça. Donc, du coup, on va s'attacher à ses faits et gestes à lui avant d'aller chercher le fond de ce qu'on fait. Donc, effectivement, au Festival d'Avignon, on a eu de prime abord beaucoup de critiques. Mais à partir du moment où les gens venaient voir la pièce, on a eu vraiment, tout a été positif. Voilà, on a eu de super papiers, de super retours. Et les gens jugent beaucoup les raisons de pourquoi on fait ça avec lui, etc., sans chercher vraiment à comprendre, en fait. Et c'est souvent ce manque d'information, ce manque de discussion qui fait qu'on est dans la critique. Bon, c'est tout. Ça fait aussi peut-être partie du chemin. Tu es une femme forte, tu es une femme créative, tu es d'une grande beauté et tu prouves dans cette interview l'intelligence que tu as. Et justement, parfois, le débat retombe parce que Joey Starr est quand même un des hommes les plus célèbres. Tout le monde parle de lui, tout le monde veut travailler avec lui. Et parce qu'aujourd'hui, tu es une femme, parfois, on va te critiquer ou même cela va te freiner. Aujourd'hui, dans ce débat, je sais que tu t'en fiches complètement et qu'au contraire, tu continues à valoriser le travail que tu as fait avec lui. Tu passes encore des castings? J'en passe un petit peu, je commence à en passer, on va dire. Tu as des envies de cinéma? Ah oui, très clairement. J'ai envie de cinéma devant et derrière, ouais.
Quel est ton plus beau souvenir de casting ou alors dans le cadre d'une réalisation, ton plus beau souvenir artistique ou ton plus beau souvenir sur scène? Alors, mon plus beau souvenir, il est vraiment lié à cette pièce parce que là, ce sont mes mots, c'est mon deuxième bébé, c'est ce que je disais. Ça a été la première quand j'ai joué devant ma fille. Ça a été magique, forcément, parce que grande résonance. Et puis, si finalement, je pense que quand j'ai eu aussi mon premier cachet de réalisatrice, c'est un fait marquant aussi parce que au début, on se bat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là. Je vais aller chercher les gens, j'écris des choses, mais au début, tout est fait sans gagner d'argent. Hein. Donc, on fait pour montrer ce qu'on sait faire. Et puis, petit à petit, après, on est rappelé avec des commandes, etc. Et ça a été un gap aussi, d'être appelé pour réaliser de la pub, etc. Et ça, ouais, c'est des souvenirs, en tout cas, dans ma construction de carrière, importants. Voilà. Tu prends encore des cours de théâtre? Alors, je ne prends pas de cours, mais j'ai un coach absolument incroyable, Laurent Ziveri, qui est justement directeur des théâtres de Saint-Malo et qui était derrière moi dans ce projet, et qui me fait naître aussi en tant que comédienne. Et c'est nécessaire, je veux dire, quelqu'un qui nous pousse à aller plus loin, à nous dépasser. J'ai l'impression qu'il y a une petite naissance avec lui aussi. Tu es encore mannequin et d'ailleurs tu es dans une immense et célèbre agence aux États-Unis. C'est absolument bouleversant, je trouve, parce que je connais tant de femmes qui rêveraient d'être dans cette agence. Et toi, tu en parles avec une vraie distance. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce métier, mannequin? En fait, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidée à vivre au quotidien. Mais c'est aussi été par moments source de souffrance, c'est-à-dire que on est sur une échelle vis-à-vis d'autres, il y a un classement qui ne tient qu'à des critères de physique finalement, et j'ai souvent été en bas de l'échelle, j'ai envie de dire, dans tout ce milieu. Et donc, par moments, ça a été aussi parfois une petite souffrance, mais je m'attachais à d'autres choses parce que je voulais faire autre chose de qui je suis. Mais oui, ça n'a pas été que quelque chose de facile, en fait. C'est compliqué à faire ressentir aux gens qui disent « oui, elle a de la chance, machin, tout ». Mais en même temps, j'ai eu beaucoup de chance. C'est ce qui m'a permis de survivre à tout ce qui s'est passé dans ma vie et d'avancer, parce que sinon, clairement, je n'aurais pas pu faire mes études, etc. Et en même temps, ça a été des moments aussi pas simples parce qu'on est en dessous, parce que c'est pas forcément le haut d'affiche, parce qu'on accepte de faire des choses qui nous plaisent pas forcément. Bon, donc je le vis pas forcément comme quelque chose d'extrêmement épanouissant pour moi. Voilà, je vais chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette magnifique pièce? Qu'est-ce que tu voudrais l'emmener jusqu'où? Je veux l'emmener partout, la jouer devant un maximum de gens, de discuter derrière devant un maximum de personnes. Et puis pareil pour les films, là, je suis toujours sur l'écriture très sociétale. Je veux qu'il y ait du fond, je veux qu'on ait, que ça soit sympathique, mais qu'on ait une réflexion sur ce qui se passe. Et j'y mets de moi aussi, forcément. Et donc ça, j'y tiens à ce que ça ouvre les débats, qu'on soit d'accord, pas d'accord, mais qu'on fasse avancer chacun, son petit degré, notre société, vers quelque chose de positif. Toujours. As-tu conscience que tu es une femme multipotentielle? Je me pose pas ces questions, je me mets pas d'arrêt en fait. Je crois que ça c'est ma plus grande force en fait. Je ne me limite pas. Je ne veux pas me limiter. Tu réalises des clips musicaux à présent. Ouais. Comment c'est venu à toi justement? Pareil, ça s'est fait petit à petit parce qu'en fait l'avantage du clip c'est que c'est quand même assez créatif et que souvent on a une plus grande attitude. On nous permet de créer des histoires et donc ça j'aime beaucoup. Donc on est souvent en compétition avec d'autres artistes, hein, mais ça permet de s'exprimer d'une certaine façon. Bon, après, il y a toujours cette partie production, cette partie financière à respecter, mais voilà, ça c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis aussi, de rêver une histoire autour d'une chanson, d'un texte, de mots qui sont dits, d'un artiste. Donc pour moi, c'est épanouissant, voilà, c'est en train de grandir, j'ai des artistes de plus en plus beaux, de plus en plus forts, costauds dans ce qu'ils disent, donc c'est agréable. Il y a quelque chose qui m'intrigue en toi, Clarisse. Tout ce que tu fais et toute cette créativité, c'est quoi une journée type chez Clarisse? Alors là, il n'y a pas de journée type. Ça va. Alors j'ai forcément l'intendance de ce qui paraît au plus pressé. Donc on a des rendus à faire, des réalisations. Derrière, on doit faire des montages. Voilà, donc on a des deadlines sur des projets.
Et puis il y a tous mes à côté où dès que j'ai un peu de temps, et ben je suis dans l'écriture de mes films. Là, je suis en train de retravailler sur une autre pièce. On est en train de monter un projet, donc c'est pareil, il y a ça aussi. Et puis aussi pousser la partie production de la pièce qui est en cours actuellement. Donc voilà, il n'y a pas de journée type, il n'y a pas non plus de semaine type. Parce que je vis pas non plus le week-end comme un week-end, et ça j'adore en fait, parce que j'ai pas le syndrome du dimanche soir, parce que dès que je suis à l'arrêt, j'ai envie de dire j'ai pas vraiment d'arrêt, j'écris, et c'est ce moment où j'ai de la chance, je sais que je peux me mettre dessus, puis j'ai moments aussi avec ma fille, mais je sais que je suis c'est du plaisir. Dès que j'ai ce moment d'arrêt, je le prends pour j'écris, j'avance sur ce truc là. Donc, ça ne se ressemble, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Clarisse Fontaine, elle est plutôt fêtarde, elle a besoin d'être entourée, ou elle est plutôt solitaire? Elle est les deux, absolument les deux. C'est comme ce côté extrêmement sérieux et ce côté extrêmement créatif. Voilà, sérieux et fou, ça fait partie de moi. J'ai l'ambivalence totale. Clarisse Fontaine, elle a envie, ou elle est encore amoureuse, ou elle aime encore les hommes? Elle réapprend à faire confiance petit à petit. C'est quelque chose de pas simple. Ça vient petit à petit. Petit à petit, je m'autorise à penser que l'amour est à nouveau possible. Et puis, alors ce sera de la confiance, pas naïve, bien sûr. Mais je pense qu'il faut, puis il faut vivre aussi. Parce que du coup, on s'empêche de vivre des choses aussi quand on est fermé. As-tu des envies de jeu, mais où tu te laisserais aller, des envies de cinéma, sans que ce soit toi qui contrôle, sans que ce soit toi qui réalise, et tu te mettrais au service d'une histoire? Ah ouais, absolument. Ouais, j'aime faire confiance aussi, j'aime m'abandonner complètement parce que j'aime être poussée aussi dans mes retranchements. J'estime que c'est le rôle du réalisateur aussi d'aller pousser le plus possible son comédien, et pour dans un rôle, dans quelque chose qu'il veut. Et j'ai envie de me laisser manipuler à ça et de m'abandonner aussi à cette folie du jeu. As-tu une hygiène de vie pour avoir cette peau si belle et ce corps si parfait? Oui. Particulière. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges pas de sucre? Donne-nous tes conseils, tes trucs. Alors oui, non, je ne mange pas de sucre. Une fois par semaine, je m'autorise quelque chose des sucres transformés. Je mange quoi? Je fais un jeûne entre 14 et 16 heures par jour. Et oui, c'est plutôt sain. C'est beaucoup à base de légumes. Alors, je suis très bio. Je sais que c'est très controversé, mais je viens d'une petite campagne où on avait notre potager, donc tout était organique, sans additifs, sans pesticides, sans tout ça. Donc je suis restée vraiment là-dedans. Puis c'est aussi vis-à-vis de la terre, je pense que c'est une démarche qui va au-delà. Le produit chimique, bon. Et donc je suis très là-dedans, pas trop gras, et beaucoup de légumes, beaucoup de genre de choses. Clarisse Fontaine, pour moi, c'est le contrôle, le travail et la douceur à la fois. Tu la sens, cette douceur en toi? Tu l'aimes? Il faut, je pense. C'est une bienveillance aussi. Je pense que c'est une méthode d'éducation, dans l'amitié aussi. Puis, c'est juste moi aussi, mais je pense qu'il faut. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Clarisse Fontaine, à l'enfant qui sommeille en toi? Mais je dirais que ces rêves vont se réaliser, en fait. Ça va pas être simple, mais c'est pas grave, ça. C'est ce qui va me construire aussi, et que on ne m'arrêtera pas. Et qu'est-ce que tu dirais à ta fille et à toutes les petites filles ici qui nous écoutent? Que rien n'est plus fort qu'une femme qui tombe et qui se relève. Je termine ma pièce par ça, mais je le pense vraiment. Je pense que le fait de tomber, ça fait partie de nous, c'est ce qui nous crée aussi. Et en fait, ce qui est de simplement important, c'est la façon dont on se relève. Peu importe où on va, si on tombe à nouveau ou pas, mais c'est se relever à chaque fois. Et c'est ce qui compte finalement. C'est cette force de se relever. Puis ça, c'est propre aux femmes quand même, je pense. À partir de quel moment tu as commencé à croire en toi? Alors, ça, c'est une question compliquée. Je pense que c'est ambivalent. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, sans que je m'en rende compte, j'y ai toujours cru parce que j'ai rien lâché. Mais c'est très tardivement que j'ai commencé à croire en moi. C'est quand j'ai commencé à me reconstruire, à ne plus dépendre de schémas, et à être moi. C'est ce qu'on disait au début, là, vraiment être moi. C'est à ce moment-là. Donc, il y a très peu de temps, finalement. Je dirais qu'il y a 5-6 ans. Cette petite musique que personne n'entend. Merci Clarisse Fontaine et à très bientôt. Merci beaucoup.